11h30, mesdames et messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire Piguet Galant. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur notre stratégie d'investissement. Pour faire le point sur notre stratégie d'investissement, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Daniel Varela, notre Chief Investment Officer et membre du comité de direction. Bonjour Daniel. Bonjour Ali. Et également accompagné de notre collègue analyste gérante de fonds, Christina Carlston. Bonjour Christina. Bonjour Ali. Piguet Galant, vous le savez maintenant, mais je me plais à vous le rappeler à chaque fois, c'est la banque de vos projets de vie. Et puis, bien évidemment, pour répondre à vos projets de vie, on met en harmonie votre patrimoine avec vos projets. Et pour le faire, on offre une combinaison d'expertise unique pour une banque privée avec des solutions patrimoniales globales, le wealth planning, comme on dit aussi en bon français, au cœur de notre approche, les solutions de financement et bien sûr les solutions d'investissement qui sont le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et vous pourrez bien sûr poser vos questions directement, anonymement dans le chat. Pour ce faire, vous avez le petit bouton point d'interrogation qui vous permettra, voilà, les questions apparaîtront ici sur mon écran et puis on tentera d'y répondre en fin de présentation. Je commence directement avec la première question pour toi, Daniel. On a souvent dit dans ces webinaires et dans les différentes présentations que c'est les banques centrales qui donnaient un peu le ton. On a beaucoup regardé ce que faisaient les banques centrales ces dernières années, forcément, j'ai envie de dire depuis plus d'une décennie. Et là, on a vu notamment la BNS qui n'a pas changé ses taux d'intérêt lors de leur dernière réunion. Alors, est-ce que les banques centrales sont en mode pause maintenant? Absolument. Ça, c'est la question que l'on peut se poser aujourd'hui. On sait à quel point les banques centrales, l'année dernière, ça a été quelque chose qui a beaucoup impacté les marchés financiers. Donc, on le sait, les banques centrales qui ont resserré leur politique monétaire pour lutter contre une inflation qui s'installe durablement, remonter les taux d'intérêt, c'est quelque chose qui n'est pas tellement apprécié par les marchés financiers, notamment par les bourses, tout simplement parce que ça impacte l'activité économique et ça a tendance à ralentir l'activité économique. Alors pourquoi effectivement cette question à laquelle on répond par l'affirmative, on a vraiment l'impression que les banques centrales ont donné fin de l'été leur dernier tour de vis, c'est parce que la mission qui leur est confiée, à savoir lutter contre une inflation qui s'installe durablement, d'après nous, elle a été atteinte. On le voit assez bien sur ce graphique qui figure sur cette page, où pour l'ensemble des grands pays ou des grandes zones économiques, après avoir atteint des niveaux que l'on n'avait plus connus depuis plus de 20 ans, pour ne pas dire 30 ans, c'est vrai que cette inflation, elle est en ralentissement. En ralentissement depuis quasiment, dans certains pays comme les États-Unis, depuis l'été dernier, l'été de 2022, et puis dans des zones plus proches de nous, en Europe, on a un ralentissement qui s'est vraiment mis en place et s'est confirmé depuis le début de cette année. Alors certes, on n'a pas des niveaux d'inflation auxquels on s'était habitué justement sur les 10 ou 20 dernières années, aux alentours de 2%. On est quand même encore aujourd'hui, selon les pays, on va dire entre 3 et 5%, mais la tendance est là. La tendance, c'est un ralentissement qui va se poursuivre, qui va prendre encore un certain temps avant d'atteindre ce chiffre magique qui est visé par les banques centrales, une inflation aux alentours de 2%. Le fameux 2%, oui. Le fameux 2%, mais c'est quelque chose qui devrait arriver dans le courant de l'année prochaine probablement. Ce que l'on a vu, c'est que c'est les prix des biens qui ont commencé à ralentir et cette désinflation, aujourd'hui, elle est en train de se propager au prix des services. Et ça, c'est quelque chose qui va effectivement accélérer cette désinflation à laquelle on assiste. Alors, donc, forcément, à l'observation de ce ralentissement de l'inflation, on peut se dire que les banques centrales ont fait le job. Elles ont atteint leur objectif. Et effectivement, elles vont pouvoir se détendre un petit peu. C'est vrai qu'elles étaient extrêmement inquiètes par rapport à cette situation d'inflation qui est inédite depuis plus de 20 ans, avec la peur auprès des banquiers centraux qui l'accompagnent, voire cette inflation qui, comme dans les années 70, dans les années 80, une inflation qui s'installe durablement. C'est pour ça qu'on a assisté à cette très forte remontée des taux d'intérêt qui probablement est terminée. La prochaine étape, selon nous, ce sera de savoir quand ces principales banques centrales vont décider de rebaisser les taux. Alors,
C'est sans doute quelque chose qui n'est pas pour tout de suite. On pense que les banques centrales vont prendre un certain temps pour être vraiment sûres que l'inflation est en voie de ralentissement. Petit détail, on voit que sur ce graphique, il y a une banque centrale qui vraiment est à l'opposé de ce que font toutes les autres, c'est la Banque du Japon. C'est vrai que la Banque du Japon, après 20 années de déflation, elle hésite vraiment à durcir sa politique monétaire. C'est sans doute inévitable. Elle va devoir, elle également, procéder à une remontée des taux d'intérêt qui interviendra peut-être à un moment où les autres banques centrales commenceront à les baisser, à les couper. Donc, mais ça, c'est vrai que le contexte général, c'est une pause au niveau des banques centrales et puis on réfléchit à quand, dans le courant de l'année prochaine, probablement vers la deuxième partie de l'année, les principales banques centrales procéderont à des baisses de taux et ça pourrait concerner également la Banque nationale suisse. Donc, si je comprends bien la situation dans laquelle on arrive à une stabilisation des taux, donc on est plutôt dans une bonne période pour l'économie mondiale. Alors déjà, parlons de ce ralentissement qui nous a concernés. Ouais. Donc c'est vrai que le ralentissement, il était là. Il faut quand même reconnaître que l'économie mondiale a été plutôt résiliente. Je pense que quand on liste tous les vents contraires que l'économie mondiale a dû affronter sur les 12 derniers mois, une guerre proche de l'Europe, une crise énergétique, une poussée inflationniste, des banques centrales qui montent les taux, c'est vrai que tous les signaux étaient au rouge et tous les signaux pointaient vers une récession mondiale. Cette récession, on y a échappé pour l'instant et nous, on a l'impression que on va y échapper et que effectivement la prochaine étape, ce sera plutôt une embellie des perspectives économiques. Pas forcément un fort rebond, parce que les taux d'intérêt restent élevés, mais plutôt une embellie. Une embellie qui sera portée notamment par les États-Unis. Et c'est vrai que déjà, il faut comprendre pourquoi l'économie américaine a bien résisté. C'est vrai que l'économie américaine à l'échelle mondiale, c'est vraiment le poids lourd. Et on a l'habitude de dire, si l'économie américaine tient, l'économie mondiale, elle ne va pas s'effondrer. Ça reste le plus grand marché mondial des capitaux. Ça reste le plus gros marché mondial des capitaux, ça reste le plus gros PIB, en termes de produit intérieur brut, c'est clairement le pays le plus important. Et le consommateur américain, c'est le principal consommateur au monde. Il est bien consommé. Il consomme beaucoup. Et surtout, il consomme beaucoup de biens qui sont importés. Donc, lorsque le consommateur américain consomme, eh bien, l'Europe en profite, la Chine en profite beaucoup, et les autres pays également. Et ce graphique est très intéressant parce que ce que l'on constate, alors c'est des enquêtes qui sont faites auprès de sociétés qui sont soit dans le secteur manufacturier aux États-Unis, soit dans le secteur des services. Et ce qui est important pour bien comprendre ces graphiques, c'est que ces enquêtes, elles montrent qu'en dessous de 50, on est plutôt dans une phase de contraction de l'activité et au-dessus de 50, on est plutôt dans une phase d'expansion de l'activité. Première note que l'on peut faire par rapport à ce graphique, c'est que effectivement le secteur manufacturier, ici en blanc, est passé depuis plusieurs mois en dessous de la barre fatidique des 50. Donc l'industrie aux États-Unis souffre énormément. Elle est en phase de récession. Pourquoi ça n'a pas provoqué une récession à l'échelle de l'économie américaine? Tout simplement parce que les consommateurs américains ont continué de consommer, notamment en service. Et on voit que le trait bleu est resté pratiquement tout du long au-dessus de la barre fatidique des 50, parce que le consommateur américain, eh bien, il est dans une situation relativement enviable, à savoir qu'avec un taux de chômage qui est quasiment au plus bas de ces 50 dernières années aux États-Unis, des salaires qui ont tendance à progresser alors que l'inflation maintenant est en train de ralentir, on a des consommateurs, des ménages aux États-Unis qui ont de l'argent à dépenser et cet argent, il est avant tout dépensé dans les services. Ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on constate effectivement, c'est que le consommateur américain, il a tenu l'économie américaine à bout de bras en attendant que le secteur manufacturier se redresse et on constate effectivement sur le trait blanc qu'on a probablement atteint un fond au niveau de l'industrie américaine et qu'on se dirige vers un redressement de l'activité manufacturière. Donc ça, c'est intéressant. On passera tout à l'heure un peu plus de temps avec Christina sur la situation de l'économie européenne, mais on a quelques
raison d'espérer que l'Europe va tenir le choc. Mhm. Et le troisième gros poids lourd de l'économie mondiale, c'est la Chine. Bien C'est sûr. vrai qu'on lit beaucoup de nouvelles inquiétantes, de nouvelles négatives dans les médias, dans les journaux à l'égard de la Chine. On n'a pas eu la même lecture des choses. Alors c'est vrai que sur certains secteurs d'activité au niveau de la Chine, on parle beaucoup de la construction, de Mhm. l'immobilier. On sait Mhm. qu'il y a de gros soucis à ce niveau-là qui semblent être gérés par le gouvernement chinois. Mais là aussi, ce qu'il faut noter, et on le voit assez nettement sur ce graphique, c'est que la consommation des ménages, elle résiste. C'est le trait vert. On voit que ça représente aujourd'hui, donc pour 2023, quasiment les 2 tiers, pour ne pas dire les 3 quarts de la croissance de la Chine, Ouais. avec des consommateurs, des ménages qui dépensent à nouveau, après effectivement une période marquée par le Covid, où le consommateur chinois a eu tendance vraiment à se serrer la ceinture et plutôt faire de l'épargne. Donc, Mhm. Mhm. une situation plutôt favorable aux États-Unis, et plutôt favorable également en Chine, qui pointe sur un creux conjoncturel en ce moment, mais plutôt vers une légère réaccélération à partir de 2024 et D'accord. qui devrait s'affirmer à partir de 2025. En Et donc, Suisse, la Suisse, oui. en Suisse, c'est vrai que on a eu tendance ces derniers trimestres, à chaque fois qu'on a fait ces webinaires ensemble, Ali, de parler de la résilience fantastique de l'économie suisse. Et c'est vrai que quand on regarde ce graphique, on a tendance un petit peu à déchanter. C'est vrai que Ouais. dernièrement, l'économie suisse a résisté un peu moins bien que d'habitude. On le voit, donc ici, c'est les mêmes enquêtes auprès des entreprises, aussi bien dans le secteur manufacturier que dans le secteur des services. Le secteur manufacturier, c'est ici le trait en bleu. On voit que l'industrie en Suisse souffre beaucoup et même le secteur des services a eu tendance vraiment à décliner. Comment on s'explique effectivement le fait que la Suisse a moins bien résisté à cette phase de ralentissement? Mhm. C'est tout simplement notre dépendance et nos liens commerciaux très étroits avec l'Allemagne, qui est un D'accord. pays, on le verra tout à l'heure, une économie qui en ce moment souffre pas mal, notamment en raison de prix de l'énergie qui ont fortement augmenté pour l'industrie allemande depuis qu'elle n'a plus des livraisons de gaz russe bon marché. Donc c'est vrai que c'est sans doute temporaire, mais on note effectivement que la Banque nationale suisse, dans son dernier commentaire, et tu y faisais allusion précédemment, elle se concentre un peu plus sur l'économie, un peu moins sur le souci d'avoir une inflation qui Ouais. s'installe, mais peut-être un peu plus sur l'économie suisse et le risque d'avoir un franc beaucoup trop fort pour avoir une économie suisse qui résiste. Merci Daniel. Donc, on voit effectivement pour l'économie qu'il y a il y a beaucoup de choses à observer encore, mais qu'on est plutôt dans un contexte relativement positif de ce que tu évoques. On parle de l'économie, mais on va venir aussi maintenant sur les marchés financiers eux-mêmes. On a eu des belles performances depuis le début de l'année. Comment est-ce que tu vois cette fin d'année? Je parle surtout des actions quand je parle des belles performances. Parce qu'effectivement, du côté des obligations, c'était un peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur les obligations, sachant aussi, comme on a dit, qu'on arrive à une stabilisation au niveau des taux d'intérêt? Oui. Avant d'arriver aux obligations, peut-être effectivement un point de situation. Sur les actions, c'est vrai qu'on peut dire que les performances sont assez bonnes, mais les 2 derniers mois ont été assez agités, hein, avec des Bien sûr. marchés qui ont été rattrapés par les doutes, aussi bien concernant les banques centrales, l'économie, est-ce qu'elle va résister, etc. C'est vrai qu'on sent ce doute. On a également la situation géopolitique, hein, la guerre en Ukraine qui n'est pas terminée, une nouvelle situation un peu tendue, hein, au Proche-Orient. Mhm. Nous, notre sentiment, c'est que cette situation au Proche-Orient devrait rester relativement confinée. Donc, il faudra bien entendu suivre cette situation-là, mais on va dire que tant que cette crise ne s'étend pas à d'autres pays, tant que ça n'a pas d'impact trop important sur les prix de l'énergie, notamment le prix du pétrole, Ouais. on peut sans doute partir de l'hypothèse que cette tension au Proche-Orient, au-delà d'un impact à court terme, ne devrait pas faire dérailler l'économie mondiale et ne devrait D'accord. pas avoir un impact durable sur les marchés financiers. Si on revient effectivement au niveau du marché obligataire, la tension sur les rendements s'est poursuivie ces derniers temps, aussi bien sur les rendements nominaux. Alors,
quasiment de tous les marchés obligataires, à l'exception Mhm. du marché suisse, où effectivement, là, on a une certaine stabilité des rendements obligataires depuis Ouais. quelques mois. Par contre, les rendements ont repris l'ascenseur aux États-Unis et dans une bonne partie de l'Europe également. Au point que on atteint, en tout cas en ce qui concerne les États-Unis et pas mal de marchés européens, Mhm. des sommets sur les taux qu'on n'a pas vus depuis 10-15 ans, que ce soit sur les taux nominaux, Ouais. mais également sur le taux réel. On le voit, donc c'est ce que montre ce graphique. Mhm. Les Mhm. taux réels, donc c'est les taux nominaux auxquels on déduit l'inflation qui est anticipée sur les prochaines années. On constate que les taux réels n'ont pas été aussi élevés depuis 2008 en fait. Et donc, ceci nous amène à dire, on ne sait pas très bien quand exactement cette tension sur les rendements obligataires va s'arrêter. Il nous semble que on y est pratiquement, on est à bout touchant, on D'accord. est sans doute proche des sommets sur les rendements obligataires. Mais ça nous fait penser que ce marché obligataire, il est intéressant. Il n'a pas été aussi intéressant depuis 15 ans. Mhm. Et il est en tout cas beaucoup plus intéressant qu'en 2021-2020, quand on se plaignait que les rendements étaient très bas, Bien sûr. voire nuls, et parfois sur certains marchés, des rendements négatifs. Donc un intérêt, un attrait du marché obligataire qui est indéniable. Toujours en étant très sélectif, j'imagine bien. Ouais. Absolument. Et du côté des actions? Alors là, en termes de valorisation, alors on va pas dire que c'est les meilleures valorisations que depuis 15 ans, Non. comme le marché obligataire. Par contre, c'est vrai qu'en termes de valorisation, c'est des valorisations attractives. Un petit peu plus cher que la moyenne, on va dire, aux États-Unis. On le voit ici par rapport à la moyenne depuis 1990. La Ouais. valorisation de la bourse américaine est un petit peu plus élevée. Par contre, on voit que sur tous les autres marchés, on est clairement en dessous de la moyenne de ces 30 dernières années. Et puis, ce qu'il faut remarquer, c'est que on est donc en termes de valorisation sur des bénéfices qui sont très déprimés justement après ce ralentissement économique et des bénéfices qui auront tendance à réaccélérer dans les prochains mois et dans les prochains trimestres, avec en profitant bien entendu d'une situation meilleure du côté économique. Ce graphique est intéressant et je pense que c'est important de passer un petit peu de temps dessus. Ouais, c'est cool. J'ai montré effectivement ces indicateurs qui sont basés sur des enquêtes auprès d'entreprises, donc les fameux indices des directeurs Mhm. d'achat. Mhm. On en a un aux États-Unis qui est important, qui est calculé par l'Institut ISM. Pourquoi il est important par rapport à la bourse, au comportement de la bourse? C'est que, en gros, en fonction d'où se trouve sur cet indicateur, et si on est en train de baisser ou de monter, par rapport à cette barre fatidique que je parlais de 50, hein, Ouais. qui définit effectivement la contraction et l'expansion de l'économie, eh bien on constate qu'on est rentré un petit peu dans la phase la plus intéressante. On est en dessous de 50, mais on repart à la hausse. Donc on voit que traditionnellement, depuis le début des années 70, c'est associé à une performance de l'ordre de 17,5% par an. Mhm. Et puis ensuite, si, comme on le pense, la progression, cet indicateur repasse au-dessus de 50, mais il est toujours en phase ascensionnelle, eh bien, on est aussi dans un contexte relativement favorable au niveau de la bourse. Donc, c'est D'accord. vrai qu'après la performance très mauvaise des bourses l'année dernière, Mhm. on a eu ce rebond durant le premier semestre de cette année. Quelques doutes depuis 2 mois et demi environ, mais pour nous, c'est une certaine consolidation. Mais d'après nous, on est dans un nouveau cycle économique qui a débuté, qui est en train de débuter en ce moment, qui s'accompagne avec un nouveau cycle boursier, une nouvelle phase de hausse des bourses qui vient à peine de commencer. Et puis, c'est vrai que si on regarde toutes ces phases haussières de la bourse sur les 50 dernières années, c'est ce qu'on appelle les bull markets, hein, pour utiliser un terme anglo-saxon, on voit que la progression que l'on a pour l'instant est relativement modeste. Mhm. En moyenne, les fameux bull markets ont tendance à durer au bas mot environ 5 ans. Et puis D'accord. avec des progressions en moyenne, parfois c'est plus, parfois c'est un peu moins, mais des progressions en moyenne qui sont de l'ordre de 180%, de 100%. Donc on voit que Sur la période de 5 ans. sur la période de 5 ans. Donc on voit qu'on a un bull market relativement jeune, avec sans Mhm. doute pas mal de potentiel, même si souvent, en début de bull market, on a pas mal de volatilité, pas mal de doutes, mais une fois que ce bull market s'installe, une fois surtout que les banques centrales redeviennent plus accommodantes, eh bien ce bull market a tendance à accélérer, on le voit durant les bull markets précédents, notamment celui des années 90, on voit à quel point, dès le moment où les banques centrales sont redevenues accommodantes, eh bien, ce bull market a accéléré.
Donc voilà, plutôt une opinion assez positive à l'égard des bourses. Et du côté de l'immobilier suisse, est-ce qu'avec la hausse des taux d'intérêt, on pose pas mal de questions aussi sur ce marché? Absolument. Donc c'est vrai que cette hausse des taux d'intérêt sur le marché suisse, en francs suisses, ça a eu un gros impact. Pas trop sur l'immobilier, les prix immobiliers résistent relativement bien, en tout cas dans le domaine résidentiel, mais c'est vrai que l'impact sur les cours des fonds immobiliers a été vraiment extrêmement important, avec des performances très négatives l'année dernière. Nous, il nous semble que c'est une occasion d'achat. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? C'est que souvent sur les fonds immobiliers suisses, on a une prime, un agio que l'on doit payer par rapport à la valeur nette d'inventaire. Donc on le constate sur ce graphique, le trait noir, les primes, les agios, en moyenne, n'ont jamais été aussi bas depuis la crise de 2008. Et on n'est pas dans le même contexte. On est dans un contexte, d'après nous, qui est nettement plus favorable que la crise de 2008. Donc, d'après nous, c'est une occasion d'achat sur les fonds immobiliers. Un dernier mot sur le franc suisse. C'est vrai que la Banque nationale suisse a changé un petit peu de discours. Il nous semble que le franc suisse va cesser de se renforcer. Potentiellement, l'euro ou le dollar ont tendance à reprendre des couleurs contre le franc suisse ces prochains temps. Merci beaucoup, Daniel. Donc, dans ce contexte-là, comment allouer son portefeuille? Alors, on reste sur une position assez constructive. Donc, effectivement, on garde une allocation en actions assez élevée dans un portefeuille pondéré en francs suisses. En gros, on a environ 45% d'actions. On a toujours des obligations dont on a eu tendance à rallonger les durées ces derniers temps. On a également un petit peu de matières premières, essentiellement de l'or, et puis des fonds alternatifs qui permettent effectivement d'avoir une bonne diversification par rapport à des marchés traditionnellement peut-être un peu plus volatiles. Mais c'est vrai qu'en termes d'immobilier, on s'est dit, comme ça a été mentionné il y a quelques minutes, qu'il y avait une occasion de renforcer cette poche. Donc on a augmenté les fonds immobiliers suisses. Et puis, dans le même temps, ces derniers temps, donc lors de notre dernière stratégie de l'année, on a souhaité réduire la pondération du franc suisse dans les portefeuilles en franc suisse, tout simplement parce qu'on estime que le franc fort va perdre un petit peu de sa superbe et probablement qu'il y a quelque chose à gagner sur une diversification internationale, notamment en renforçant l'euro et le dollar dans les portefeuilles suisses. Merci beaucoup, Daniel. Donc, effectivement, un positionnement plutôt positif, comme tu l'évoquais. On n'est pas du tout en train de réduire la part action, au contraire. Donc, ça, c'est effectivement un message plutôt fort pour cette fin d'année. Et lorsqu'on voit l'allocation ici du portefeuille, on voit que l'allocation à la zone européenne est de près de 10%. Lorsque l'on cumule l'allocation action et l'allocation obligation. Et donc, ça nous semblait opportun de faire un point aujourd'hui plus précisément sur ce marché dont on parle un peu moins, alors que c'est notre premier voisin et c'est une allocation activement importante dans le portefeuille, de la présence de Christina aujourd'hui avec nous. Et Christina, alors la première question pour toi, c'est où est-ce qu'on en est au niveau du marché européen aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on vient d'entendre par Daniel que l'économie américaine, elle se montre bien plus résiliente que prévu. Et si on compare à l'économie européenne, c'est vrai qu'on peut dire que l'économie européenne, elle paraît assez terne. Ici, sur le graphique, on a les mêmes indices des directeurs d'achat pour la zone euro. On voit qu'on a une accélération à la baisse de ces deux indicateurs et ce qui fait en fait augmenter la probabilité d'une récession. On avait, enfin depuis quelques mois, on avait en fait une divergence qui était assez inhabituelle entre le PMI du secteur manufacturier en violet et le secteur des services en gris. Et tout le monde se posait un peu la question, mais quel indicateur des deux va rejoindre l'autre? Et on constate qu'on a eu le secteur le secteur des services qui a rejoint le secteur manufacturier à la baisse. La caméra. La caméra, elle veut pas. Un souci de caméra, ça arrive, ça fonctionnait à la répète, comme on disait. Oui, alors comment est-ce que je peux faire Le bouton webcam est partagé. Alors on va venir t'aider. Ouais. Donc je continue effectivement, en continuant sur cette partie européenne. On a beaucoup parlé de la santé des consommateurs américains tout à l'heure, et donc de l'impact que cela avait sur l'économie et donc par la suite sur les marchés. Où est-ce qu'on est au niveau de la santé du consommateur européen?
Oui, alors d'une part, la santé du consommateur, elle est bonne. On a un marché du travail qui est très bien orienté, c'est accompagné de hausses de salaire. On a des taux de chômage qui sont à des bas historiques. De plus, avec la désinflation à venir, le consommateur européen il va retrouver son pouvoir d'achat, ce qui est quelque chose de positif d'ici ces prochains mois. Et on voit aussi sur le graphique ici qu'en fait, les Européens, ils ont gardé leur surépargne depuis le Covid. Donc, ils n'ont pas fait comme les Américains qu'on peut voir en trait vert. Ils n'ont pas puisé dans leur épargne. Donc, à notre sens, les perspectives pour l'année 2024 s'annoncent bien meilleures que maintenant en 2023 où on est vraiment dans le creux de la vague. Une bonne santé financière du consommateur finalement qui n'a pas encore effectivement trop consommé son épargne, comme tu viens de me le dire, et du côté des entreprises du coup? Alors, du côté des entreprises, les nouvelles sont également bonnes. On voit ici que l'endettement des sociétés, elle est bien contenue, elle est bien plus faible que lors des crises précédentes. Et donc, ça, c'est un atout dans un environnement où il faudra refinancer des crédits à des taux plus élevés. Autre point positif, c'est que les marges, elles sont à des plus hauts historiques, ce qui laisse aussi la place aux sociétés pour abaisser les coûts dans un environnement qui reste peut-être encore pendant quelques mois un peu défavorable. Du coup, dans ce contexte-là, si je comprends bien, on est plutôt positif sur le marché action européen. Alors oui, on est plutôt positif sur les marchés européens, et ça c'est quelque chose qui est peut-être, je veux dire, qui va à l'encontre du pessimisme ambiant vers ces bourses. Si on commence avec les bénéfices, c'était vraiment une surprise en 2023. Tout le monde pensait que les bénéfices européens allaient être en recul compte tenu du contexte qu'on a actuellement. Mais en fait, il s'avère que les bénéfices vont finir l'année en positif. Alors pourquoi? C'est parce que les sociétés européennes, elles ont réussi à répercuter la hausse des coûts en augmentant leurs prix. Et point encore plus positif, c'est qu'elles ont réussi à maintenir les prix, ce qui leur a permis de gagner des parts de marché. Et si on regarde les attentes pour l'année 2024, on voit qu'elles sont tout à fait raisonnables autour des 6-7%. Alors, passons à la valorisation des bourses. Quand on parle des bourses européennes, on met souvent en avant l'argument les bourses européennes, elles sont pas chères, elles se traitent avec une décote. On a vu sur le graphique de Daniel qu'effectivement, les bourses européennes se traitent avec une décote par rapport à leur moyenne historique. Ici, sur ce graphique, dans l'encart orange, on voit que la bourse européenne se traite avec une décote d'environ 20% par rapport au marché américain et de 30% pour le marché britannique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit que la grande partie des secteurs, que ce soit européens ou britanniques, se traitent avec une décote par rapport à leurs homologues américains. Et ce qui explique aussi ce qu'on a vu récemment, des sociétés européennes quitter la bourse européenne pour aller faire coter leurs actions aux États-Unis, par exemple, en disant que cette décote, en fait, c'est une entrave à la performance de l'action de la société. Intéressant. Un autre point qui parle en faveur des bourses européennes, c'est ce qu'on appelle le rendement total. Alors, qu'est-ce qu'est le rendement total? C'est le rendement des rachats d'actions, ce que vous trouvez en trait bleu foncé, et le rendement du dividende. Ce qu'on constate sur le graphique, c'est que les marchés européens, que ce soit UK ou Eurozone, ils ont un rendement total qui est supérieur aux autres régions du monde. C'est vrai que les sociétés européennes, en ce moment, elles génèrent énormément de liquidités, ce qui leur permet de racheter leurs actions et ce qui montre aussi que ces sociétés trouvent qu'il y a de la valeur dans leurs actions. Et on est très en retard par rapport à l'Amérique. L'Amérique a commencé il y a quelques années à faire des rachats d'actions. En Europe, on a commencé ce mouvement il y a 2-3 ans en arrière, mais c'est un mouvement qui est en train de s'accélérer fortement. Ensuite, quand on passe au rendement sur dividende, ça a toujours historiquement été un argument en faveur des bourses européennes. Et beaucoup de gens se disent, oui, mais quand les choses vont mal, le rendement, il est peut-être à risque. Et à notre sens, pas forcément, parce que le payout ratio, donc le ratio de distribution des sociétés, reste faible aujourd'hui. Et au niveau du marché en lui-même, au niveau des secteurs notamment?
Alors ici, sur ce graphique, on constate que les 10 plus grandes sociétés du S&P, elles représentent à peu près 30% de l'indice, ce qui est assez énorme. Donc, il y a une grande concentration sur le marché américain. En Europe, il y a beaucoup moins de concentration. Donc, les 10 plus grandes sociétés, elles représentent à peu près 20% de l'indice. Et nous, on trouve aussi que ça, c'est un atout pour les bourses européennes parce que les investisseurs qui ont une perspective un peu moyen-long terme, c'est vraiment important d'avoir une bonne diversification au niveau sectoriel et c'est ce qu'on trouve donc sur les bourses européennes. Une meilleure diversification, effectivement. Donc, dans ce contexte, on devrait plutôt avoir des vues positives au niveau des mouvements également. Alors, force est de constater aujourd'hui que les actions européennes, elles sont vraiment mal aimées. Le trait bleu foncé montre qu'on a une accélération à la baisse des sorties des bourses européennes. Ce mouvement s'est un peu accéléré suite à la crise des banques régionales US, où on a commencé à se dire qu'il y avait peut-être aussi un problème sur les banques européennes, ce qui ne s'avère pas être le cas. Et si on regarde d'un point de vue historique, on se retrouve donc au même niveau qu'on était il y a une année en arrière, alors que le contexte était totalement différent. On allait vers une crise énergétique, on allait vers une récession profonde et brutale en Europe. Et donc aujourd'hui, on a envie de dire que le contexte n'est pas le même et que le pessimisme qu'on a envers ces bourses européennes, elle nous semble un peu exagéré. Ce qu'on peut dire par contre, si on revient sur le graphique précédent, c'est que le risque de baisse sur ces bourses après ces sorties nous paraît contenu, faible. Et l'autre chose qu'on peut dire, et ça c'est un argument en faveur des bourses, c'est qu'en Europe aujourd'hui, on a des sociétés de qualité, des sociétés qui sont souvent leaders dans leur segment et qui ont une exposition internationale. Donc, les bourses européennes ne représentent pas l'économie européenne. Si tu me permets un exemple, ce serait un peu la même logique que de dire que Nestlé ne représente pas l'économie suisse, parce qu'il y a un chiffre d'affaires dérisoire en Suisse. Absolument. Par rapport à ça. C'est la même logique pour les actions européennes. Effectivement, c'est important de se le rappeler. On a eu la petite image qui est passée sur l'Europe et la transition énergétique. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? C'est clairement un sujet d'actualité. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de l'Europe sans parler de la transition énergétique parce que l'Europe est quand même un pionnier dans le domaine. Sur le graphique du haut, sur le graphique du haut, on voit tous les investissements qui vont être faits dans les années à venir dans cette transition qui est très importante pour l'Europe. Donc d'ici 2030, on sera aux environs de 5 trillions de dollars. Mais ce qu'on constate en parallèle, donc ça, c'est des investissements qui vont porter la croissance européenne dans le moyen et long terme. Et ce qu'on constate, c'est que cette thématique de tous ces titres d'énergie renouvelable, ils ont été assez décevants ces 2 dernières années. D'accord. On voit sur le graphique du bas, en trait noir, on voit que les valorisations en 2021 étaient devenues extrêmement chères. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ces sociétés-là ne performent pas bien quand il y a une hausse des taux, comme on a vu et qu'on voit sur le graphique en trait bleu. Donc, il y a eu une correction sur cette thématique. Il y a eu un nettoyage parce qu'il y a eu beaucoup de sorties de fonds. Et là, on a le sentiment qu'on revient à des niveaux qui sont plutôt attractifs pour revenir sur cette thématique. Surtout que dans notre scénario, donc on voit arriver, on est au bout de la hausse des taux et quand le prochain mouvement, ça va plutôt être à la baisse, ce qui est clairement un soutien pour ce secteur. Et une manière de pouvoir investir dans cette thématique, mais d'une manière un peu diversifiée, c'est par le biais d'un certificat qu'on a lancé en 2017, qui s'appelle le certificat Smart Cities, qui traite la thématique de la ville intelligente. Donc, il y a plusieurs axes dans ce certificat, notamment donc une poche qui s'appelle Smart Environnement, dans lequel nous avons une quinzaine de pourcents de sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables. Si je dis diversifié, c'est parce que ce n'est pas seulement ce genre de société. Donc, vous pouvez voir les 5 plus grandes sociétés qui sont détenues actuellement dans ce certificat. On a également donc des valeurs technologiques, c'est un secteur qui est surpondéré dans ce certificat. Et on a des valeurs comme Schneider, et on voit sur le petit encart du bas aussi que le secteur de l'industrie est un secteur qui est surpondéré
dans ce certificat. Et si on regarde la page suivante, on va voir la performance de ce certificat. Donc, on voit que depuis le lancement jusqu'en 2021, c'était un certificat qui a vraiment bien tiré son épingle du jeu, qu'on a retrouvé un peu ce sommet qui était un peu appelé la bulle verte à l'époque, et que depuis, ce certificat est bien revenu en termes boursiers. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça offre une belle opportunité pour revenir sur la thématique de la transition, mais d'une manière un peu diversifiée. Merci beaucoup, Christine. Et puis effectivement, tous les détails se trouvent ici sur la page. Puis on vous enverra bien évidemment, à vous qui participez, toutes les informations liées à cette thématique. Nous sommes arrivés au bout de la présentation. Vous pouvez poser vos questions à travers les petits points d'interrogation sur vos différents appareils. Donc, il y a une première question ici qui est arrivée, qui est pour toi, Christina. On a parlé du marché immobilier suisse. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le marché immobilier européen? Vous en avez beaucoup entendu parler il y a longtemps. Oui, c'est vrai qu'on a vu que le marché immobilier suisse, il ralentit, mais on n'a pas encore, je veux dire, des situations comme on a dans d'autres pays européens. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux à la hausse des taux en Europe. Donc, il y a des pays comme la Scandinavie qui ont des ménages qui sont très endettés. Et ces ménages, ils ont tendance à prendre des crédits hypothécaires à taux variable. Donc aujourd'hui, on commence à vraiment voir des cassures dans le secteur immobilier, notamment en Suède, avec des sociétés immobilières qui sont en grande difficulté aujourd'hui. On a également le cas au Royaume-Uni. Là, cette année, on a énormément de refinancement d'hypothèques. Donc, on a tendance à dire qu'on aime bien le marché britannique, mais on garde une préférence pour les valeurs internationales, donc le FTSE 100, plutôt que les sociétés domestiques et notamment les immobilières, parce qu'on pense que c'est trop tôt pour revenir sur un secteur comme ça. D'accord, merci beaucoup, Christine. Une autre question qui, je pense, est plutôt pour toi, Daniel. Alors, ça m'amuse d'avoir régulièrement cette question-là lorsqu'on fait ce genre de présentation et d'événements, parce que pendant plus de 10 ans, on avait systématiquement des questions sur l'or. L'or qui a pas mal bougé depuis le début de l'année, qui est toujours en territoire positif, si je ne me trompe pas. On n'en parle plus. Il n'y a pas beaucoup de questions sur l'or. En revanche, il y a à chaque fois une question, tu me vois arriver, Daniel, sur les cryptoactifs. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les cryptoactifs qui, depuis la correction de l'année dernière, sont plutôt atone depuis le début de l'année? Alors, c'est toujours une question piège, parce que c'est vrai pour ça que je la pose. Voilà, c'est pas forcément facile de répondre à des questions par rapport aux crypto-actifs, aux monnaies crypto ou au Bitcoin en particulier. C'est vrai que ça reste des actifs extrêmement volatiles, hein, on l'a vu. Et c'est vrai que l'analogie avec l'or, c'est quelque chose qui a souvent été mise en avant, en tout cas parmi les fervents partisans des monnaies crypto, en disant que c'était la nouvelle diversification et un peu l'équivalent de l'or, mais en numérique. Ce que l'on a constaté, c'est qu'effectivement, lorsque on a de la volatilité sur les marchés, et notamment ça s'est vu l'année dernière, eh bien, l'or a montré sa résistance, donc a plutôt bien fait en 2022. Alors, diversification, en termes de diversification, il a joué son rôle, alors que en termes de diversification, pour les investisseurs en monnaie crypto, ils ont plutôt déchanté. Et on a plutôt observé qu'il y avait un lien beaucoup plus étroit, une corrélation beaucoup plus importante qu'on ne le pensait entre le comportement des bourses et le comportement des cryptos. Les cryptos ont eu tendance à effectivement suivre les bourses à la baisse, alors qu'on aurait pu espérer le contraire. De manière, on va dire, avec un peu plus de recul, hein, si on peut en avoir par rapport à un actif qui est relativement court, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore très difficile de voir quels sont les paramètres, les facteurs qui influencent à la hausse ou à la baisse sur les monnaies crypto. On peut imaginer qu'il y a un lien relativement important par rapport à la politique des banques centrales.
À savoir qu'après avoir eu une période relativement longue de politique monétaire ultra accommodante et beaucoup de liquidités qui étaient poussées dans l'économie par les banques centrales, dont ont sans doute profité les cryptoactifs, eh bien, le fait que les banques centrales ont donné un tour de vis, ont refermé le robinet du crédit, ça a peut-être eu un certain impact. D'autres personnes d'autres investisseurs se sont un peu alarmés de temps en temps par rapport effectivement à certains pays qui prenaient des mesures pour essayer de mettre fin à, ou en tout cas mettre des barrières par rapport au développement des cryptoactifs. Sur ce plan-là, on a plutôt des développements qui sont positifs, assez rassurants, puisqu'on constate qu'il y a quelque chose d'assez nouveau du côté des États-Unis, un pays où pendant très longtemps il y avait une certaine méfiance par rapport aux cryptoactifs, où il n'y avait pas, par exemple, de lancement de fonds, pas de lancement de fonds indiciels. Eh bien, on lit qu'il y a de nombreux fonds qui sont en gestation et qui sont sur le point d'être approuvés, notamment des fonds indiciels. Donc, on constate plutôt qu'il y a une ouverture du côté des États-Unis pour, en guillemets, officialiser, donner un statut beaucoup plus officiel à ces cryptoactifs. Et ça, c'est sans doute quelque chose de positif. À suivre de près, donc effectivement, comme tu le disais. Il est 12h11, nous sommes arrivés au terme de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je tiens à vous remercier toutes et toutes pour votre participation. Vous recevrez effectivement cette présentation directement à la suite de l'événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Christina, pour tes éclaircissements. Merci également à toi, Daniel. Merci, Ali. Et très bonne journée à tous. Merci de votre participation. Merci, bonne journée. Merci.